Donc, est-ce que vous avez maintenant des questions? On a à peu près 10 minutes pour discuter. Allez-y. Est-ce qu'on fait passer un micro ou bien parler? On vous entend peut-être assez bien. Et est-ce que j'ai bien compris que ces messieurs qui sont décrits comme plutôt conservateurs, probablement de droite, ne voient pas d'inconvénient à ce que les femmes exercent des professions jusqu'alors réservées aux hommes et ils encouragent à utiliser des noms de professions féminins, avec des terminaisons féminines. Est-ce bien ça? Oui, je vois, comme je suis... vous êtes là. Oui, oui, absolument. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris, vu qu'ils étaient absolument, décrits, vu que c'est comme 1927, c'est pas si récent, ils étaient décrits comme plutôt de droite, donc je n'étais pas totalement sûr d'avoir bien compris. Alors, non, j'ai dit que je n'ai pas cité d'Amourette et Pichon parce que ce sont des gens formidables, surtout, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'état de leur réflexion. Ce sont des linguistes qui réfléchissent au féminin, au masculin, parce qu'on a beaucoup réfléchi au féminin, au masculin. Ils sont absolument ils sont tout à fait favorables. Ils n'ont rien à dire sur le fait qu'il y a des femmes avocates. Comment dirais-je, et je n'ai pas fait assez d'études pour savoir s'ils étaient dans leur vie privée contre l'émancipation des femmes. Ce qu'ils disent, c'est que maintenant qu'il y a des femmes avocates, il est absolument invraisemblable qu'elles s'appellent avocats ou qu'on les appelle avocats, parce que ce sont des femmes, elles doivent, parce que c'est la langue française qui est comme cela, être appelées avocates. J'en profite pour dire que le mot avocate est vieux comme le monde. Car si du point de vue de la, comment dirais-je, du point de vue des possibilités de carrière, cette profession a été fermée aux femmes jusqu'à la fin du 19e siècle, on utilise ce mot comme on utilise plein de mots au titre de manière beaucoup plus large dans la langue française. Par exemple, quand vous défendez une cause, on dit il s'est fait l'avocat de, ou elle s'est fait l'avocate de, et il est évident que vous n'êtes pas avocat, ou la dame n'est pas avocate. Donc d'un point de vue, tous ces mots-là existent, ils sont vieux, ils sont très vieux. Marot, le père du Marot connu, a écrit un livre où le mot avocate est dans le titre en 1524. Donc voilà, Damourette et Pichon font partie de ces linguistes qui disent mais pourquoi est-ce qu'on marche sur la tête? La langue française veut que la femme qui est avocate soit avocate, une substitute, une diplomate, etc., etc. Bon, à leur époque, elles ne sont pas encore dans la haute fonction publique. Hein. Les femmes n'ont pu rentrer véritablement dans la haute magistrature qu'en 1944. Donc, mais ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où elles exercent ce métier, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ce mot. Hein, voilà. Je voulais juste être sûr d'avoir bien compris, parce qu'en fait, je n'ai pas de culture sur ce domaine, et ce genre de discours en 1927, ça me paraissait très très tôt. Non, non. Alors, il faut bien savoir que ces questions intéressent les linguistes de manière très, très centrale. Pourquoi? Parce que ça les intéresse en tant qu'hommes, en fait. Je veux dire, parce que c'est un problème de la vie quotidienne, de l'accession des femmes à certaines professions, etc. Et sur la question du féminin et du masculin, il y a une très vieille discussion. Par exemple, quand Becherel dit « il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça », mais tout le monde lit « ah bon, il ne faut pas dire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire ça ?» Donc, il y a des linguistes qui sont des masculinistes, que moi j'appelle les masculinistes. Ils disent « oui, n'utilisons pas, interdisons les noms féminins quand ils désignent des professions prestigieuses, parce qu'on estime, et c'est décrit noir sur blanc, vous avez vu dans le titre de son chapitre, qu'on estime ces professions comme ne revenant normalement qu'aux hommes. Mais il y en a d'autres. Moi, j'ai dans mes petits livres, dans le premier petit livre notamment, vous aurez des exemples de discussions entre linguistes. Vous en avez un à la même époque qui s'appelle Napoléon Caillot, qui dit mais jamais auteur ne signifiera autrice, de même que jamais homme ne signifiera femme.
Donc on discute beaucoup. Hein. Et pour la petite histoire d'Amourette et Pichon, ce sont des gens qui sont ce que j'appelle les duettistes de la sexuissemblance. Ils ont écrit un livre ils ont beaucoup travaillé sur un autre sujet, qui est d'ailleurs très intéressant aussi, c'est-à-dire le genre des mots, genre table et tableau. Hein. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on dit une table, un tableau, pourquoi est-ce qu'on... etc. Donc ce qui est hors sujet complètement pour nous. Nous, notre problème, c'est les hommes et les femmes. C'est à la limite les animaux, etc. Mais ce n'est pas les choses, n'est-ce pas? Bon, donc voilà, je signale parce que, pour dire que cette discussion entre linguistes sur la question du genre, d'abord du genre des noms animés ou inanimés, est très ancienne. Hein. Oui, alors avocate, on le trouve à propos de Marie, tout le temps au Moyen-Âge. Marie est l'avocate de l'humanité vers Dieu. Hein. D'autre part, pour 1927, je vous rappelle qu'il y avait eu la Grande Guerre avant. Or, il y a eu pénurie de main-d'œuvre pendant la Grande Guerre. Vous allez trouver de nombreuses affiches avec des femmes faisant des métiers d'hommes. Les noms sont au féminin. Je pense à une qui est parue dans Historia, qui montrait une cochère et qui disait « Être cochère n'empêche pas de tricoter des chaussettes à ses enfants ». Donc, il y a eu pendant la Première Guerre mondiale et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale une recrudescence des féminins, parce qu'on sait très bien que si vous écrivez au masculin, cela signifie qu'il y a des femmes exceptionnelles qui peuvent rentrer dans cette profession, mais que c'est une profession avant tout masculine. Ce qui est pour moi une des raisons pour laquelle il faut réintroduire tous ces féminins qui existaient avant. Merci. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alferatz et j'ai écrit le premier roman de langue française où le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Donc c'est une langue expérimentale que j'ai créée. Alors je n'ai pas créé grand-chose, j'ai juste inventé quelques règles et j'ai repris des règles existantes, notamment la règle de proximité qui est très ancienne. Et j'ai une question à vous poser. Parce que j'ai une triple expérience en tant que traductrice, linguiste et écrivaine. Et dans mon métier de traductrice, je traduis des séries et des films pour la télévision et le cinéma. Et je constate des résistances terrifiantes, terribles et colossales à la féminisation, ou du moins à l'entreprise de démasculinisation qui est nécessaire, comme l'a dit Eliane Viennot. Et il y a de nombreuses résistances pour créer un français véritablement égalitaire qui reste à créer, car dans mon livre, c'est une langue expérimentale qui ne résout pas tout. Le travail reste encore immense en termes lexicaux et en termes morphosyntaxiques. Donc ma question est la suivante. Wikipédia, la presse, et dans le langage écrit dans le monde francophone, nous voyons maintenant des ressources pour exprimer, pour représenter de façon égalitaire les sexes dans la langue. Par exemple, dans la phrase au XXIe siècle, les grammairiens .ie2nes se penche sur la question du français égalitaire. Ma question est la suivante, c'est sur le problème de la prononciation de cette ressource que l'on trouve à l'écrit. Cette formule est bien sûr intéressante à l'écrit, mais en termes de prononciation, c'est extrêmement difficile de l'exprimer. Donc ma question, c'était quels sont vos conseils pour la prononciation? Avant de vous donner la parole, je vous apporte mes deux trouvailles. La première solution serait, c'est celle que j'ai employée dans mon livre, c'est d'exprimer la fonction générique du masculin, ne plus mettre les termes que l'on veut exprimer en leur donnant une fonction générique au masculin, mais selon son propre genre. Donc dans la phrase que j'ai citée, cela donnerait au XXIe siècle, les grammairiennes se penchent sur la question du français égalitaire. Je suis une locutrice
de sexe féminin, donc j'emploie le genre grammatical qui me correspond, je dis donc les grammairiennes. La deuxième solution que je propose, qui me semble moins bonne, mais ça reste une solution, c'est... excusez-moi, je suis un peu troublée, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Mon travail est souvent solitaire face à mon écran. Bon, on va passer, mais je... Ah d'accord. Alors je finis. Ah d'accord. Donc je finis juste. Je rappelle juste, et les linguistes présents ici le connaissent bien, ce phénomène très pratique de la fonction générique du masculin, c'est l'économie linguistique. C'est beaucoup plus facile de dire les grammairiens se penchent sur la question du français égalitaire que la redondance que l'on propose et que j'ai entendu beaucoup, les grammairiens et les grammairiennes. Tout cela reste à construire et le travail est encore long. Merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre. Nous, on dit les grammairiens, les grammairiennes et les grammairiens pour le mettre dans l'ordre alphabétique. D'autre part, le département de linguistique de l'Université de Neuchâtel a fait de nombreux travaux sur la lourdeur, la difficulté. Et au bout de la deuxième fois, les personnes qui écoutent ou qui lisent se débrouillent très bien, ça ne fait aucune différence, du point de vue de temps en tout cas. Mais du point de vue idéologique, oui. Merci. Vous aviez une question, Lorraine ? Oui, en fait, en même temps, ça va peut-être introduire ce qui va se passer après sur les usages. C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a un manque de règles auxquelles on pourrait se référer tout le temps. Et par exemple, sur les débats sur Wikipédia, infini, parce que justement, il manque une règle à laquelle on pourrait se référer. Et par exemple, l'Académie française, avec tous ses défauts, malgré tout, reste encore un espèce de symbole qui semble faire consensus pour certaines personnes. Disons, dans ce que les gens pensent, voilà. Et non, bien sûr, on n'est pas obligé d'y croire, mais c'est juste de manière pratique pour n'importe qui, c'est plus facile de pouvoir dire non, mais en fait, cette référence dit le contraire, etc. Et par exemple, par rapport à l'évolution dans les différents pays, par exemple, en Belgique, une loi est passée en 1993, ce qui est très tard, par rapport aux règles de féminisation des métiers. Des noms liés au métier, mais rien n'est mentionné au niveau du langage épicène plus large que simplement la féminisation des métiers, ce qui est aussi, je trouve, assez problématique en fait. Et puis, si la loi mentionne les noms des métiers, elle l'oblige pour les usages officiels, mais pas du tout pour la langue courante. Et donc, on parle de liberté des utilisateurs dans la loi belge, qui signifie que dans la pratique quotidienne, chacun est libre de son... Oui, mais je cite en fait la loi. Chacun est libre de son usage. Et donc, on voit déjà le problème parce que, en effet, liberté des utilisateurs, c'est ce qui est mentionné. Donc, la loi n'utilise même pas la forme féminine, déjà à la base, en disant « mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez ». Et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi un souci à ce niveau-là. Est-ce qu'en France et en Suisse, on parle de langage épicène, en plus des métiers, vous le mentionnez un petit peu tout à l'heure, et par rapport à l'usage courant, en effet, est-ce qu'on encourage au minimum les gens à l'utiliser, en plus des usages vraiment officiels qu'il est possible de légiférer plus facilement? Peut-être juste j'interviens avec ma casquette universitaire, parce qu'en fait, à l'Université de Genève, ça fait 4 ans qu'on essaye de faire passer ce qu'on appelle une charte du langage épicène. Voilà, donc ça met du temps, j'espère qu'on va y arriver cette année. Et puis ce qu'on a fait par contre déjà, entre autres avec Thérèse Moreau, c'est qu'on a mené toute une série d'ateliers avec les gens qui sont chargés de rédiger à l'université
Donc aussi bien la communication, mais aussi le monde de l'administration. Et puis, c'est toujours un petit peu la même chose. Quand vous parlez de langage épicène, les gens vont dire ah, ça n'intéresse personne. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on revient à ce que vous disiez avec les règles. En fait, ces ateliers ont passionné tout le monde. Et après, on a eu plein de gens qui sont venus nous poser des questions. Ma collaboratrice, Olivia Hock, qui est ici, qui vous passait les micros, mais ce n'est pas son boulot habituellement, donc en fait, est en charge de cette charge épicène. Et elle relie moult textes maintenant. Les gens donc, ont vraiment envie de comprendre, de voir comment on peut faire. Donc ça met un petit peu du temps, mais je dirais presque, on en revient avec ces histoires d'élite, je dirais presque que l'élite est plus contre que le petit peuple, entre guillemets, qui pratique, qui lui est tout à fait passionné, parce qu'il trouve très intéressant. Alors effectivement, ça complexifie un tout petit peu les règles. Hein, vous avez appris des règles, vous devez réfléchir un peu, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on est face à deux problèmes. On est face à des choses qui sont dans la langue. Il y a des choses qui sont anciennes, qui sont structurelles dans la langue française et qu'il faut reprendre, et c'est très facile. Ça ne pose aucun problème. Comment féminiser tel mot? Vous demandez à un enfant de 4 ans, s'il a été élevé en français, il va vous dire, il ne va jamais dire le juge, madame le juge. C'est absurde. Bon. Et donc, il y a quelques désinences en français qui servent à faire du masculin, il y a quelques désinences qui servent à faire du féminin. Bon, il y a du flottement sur certains, entre trice et teuse. Je ne sais pas ce que tu as montré là. Tout à l'heure, il y avait un mot, je dis tiens, moi je mettrais plutôt trice que... Bon, peu importe. Mais enfin, ça, c'est très facile. C'est vraiment la question du lexique, elle ne pose aucun problème. Aucun. Tous les mots dont on a dit que c'était des néologismes, ce n'est pas des néologismes. On fait des néologismes quand il y a quelque chose qui a une activité nouvelle. Hein. Aviateur, aviatrice, ça ne pouvait pas être inventé avant l'avion. Mais voilà, il y a des équipementiers aujourd'hui. Personne ne pleure sur le thème « Oh, c'est moche, équipementier ». Donc, il y a des équipementières. Aucun problème. Ça, la question du lexique. La question du fait comment dirais-je, de dire mesdames, messieurs, et pas messieurs, ce qui s'est longtemps fait à l'Académie française. Les femmes disent, les premières femmes, madame le secrétaire perpétuel, explique que pendant des années, elles étaient 2 femmes et que les discours des messieurs, c'était « messieurs ». Bon, alors ça, c'est un problème de politesse, ce n'est pas un problème de langue, n'est-ce pas? Dire les académiciens et les académiciennes, les grammairiens et les grammairiennes, ce n'est pas compliqué. La question des accords, de l'accord avec le masculin, avec le genre le plus noble, on peut s'en débarrasser. La langue française a fait 100, le latin faisait 100, toutes les langues romanes font 100. Donc ça, c'est possible, c'est facile. Et puis, ça, c'est vraiment pas un problème. Il y a quelques mots qui, de temps en temps, posent problème. Alors, je reviens sur sage-femme, parce que sinon, je vais oublier. Sage-femme ne veut pas dire femme sage. Sage-femme veut dire personne expérimentée, personne sage, capable d'intervenir sur un corps de femme enceinte et en train d'accoucher. Comme on dit midwife. N'est-ce pas? Bon, alors, si les académiciens, vous voyez, ça c'est un bon exemple. Si les académiciens, en 82, lorsque l'Europe a exigé que toutes les professions soient ouvertes aux 2 sexes, aux gens de tous sexes, comme on disait autrefois. Donc, à partir de 82, voilà qu'ils se sont dit oh, mais c'est pas possible, les hommes, mais comment les hommes vont accepter d'être des sages-femmes? Le rôle de l'académie, ça aurait été de dire on s'arrête, on se calme, sage-femme ne veut pas dire femme sage. Donc, un homme peut être sage-femme. C'est pour ça qu'ils ont créé le mot maïeuticien. Ils n'ont jamais pensé à maïeuticienne, évidemment. Hein. Mais ils ont créé un mot compliqué que personne n'a jamais su utiliser. Même il y a des expériences, enfin, il y a des études qui disent que dans le métier, il y a des gens qui ont dit que c'était des mailloticiens, les enfants au maillot. N'est-ce pas? C'est quand même très intéressant. Donc voilà, si l'Académie faisait son travail, elle aurait dit on se calme. Mesdames les Canadiennes, vous n'avez pas besoin d'inventer auteur avec un E, il y a autrice. C'est là, c'est tranquille, utilisons-le. Ou bien, ne vous énervez pas, les hommes peuvent être sages-femmes parce que ça veut dire personne compétente. Bon. Donc,
il y a très peu de mots en français qui posent problème. Chaque fois qu'on monte au créneau, ou qu'ils sont montés au créneau, c'est par exemple des métaphores, comme on parle de sentinelle. Sentinelle, c'est une métaphore. C'est normal qu'on dise qu'un homme peut être une sentinelle. C'est normal. De même qu'il est une bonne plume. Personne ne pleure quand on dit machin, on dit que c'est une bonne plume. Bon, donc il n'y a aucun problème dans le lexique, il n'y a aucun problème dans la politesse, parlons des grammairiens et des grammairiennes, et il n'y a aucun problème dans les accords. Ensuite, on a maintenant, nous, personnes qui vivons au XXe siècle ou au XXIe siècle, qui nous posons des questions d'égalité, on a des problèmes, on a d'autres problèmes. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ils sont, qui soi-disant est du masculin générique. Je signale que l'idée du masculin générique, c'est une invention des masculinistes. Quand on dit il, toutes les enquêtes le disent, les gens comprennent masculin. Ça n'existe pas, le masculin générique. C'est une invention de certains linguistes masculinistes. Il faut arrêter ou l'histoire du genre marqué et du genre non marqué, ça c'est une invention des années 60, 1960, n'est-ce pas, pour essayer de justifier le fonctionnement le fonctionnement sexiste. Moi, je dis, la langue française, elle n'est pas sexiste. C'est les locuteurs et les locutrices qui, potentiellement, ou décidément, délibérément, sont sexistes. Mais la langue, elle sait très bien fonctionner sans ça. Hein. Donc, là, aujourd'hui, nous avons des problèmes nouveaux. On a des problèmes nouveaux, par exemple, qui sont liés à l'Internet, où quand on vous dit, vous avez 250 mots. Voilà. Et puis au bout du 250, quand on fait quand on propose des choses dans des articles, ils sont réduits. Autrefois, ça ne se faisait pas. Bon, on ne vous disait pas, vous avez le droit à 250 mots. Aujourd'hui, on est parfois contraint à ça. Alors, on va mettre grammairien.ne, etc. Mais il est évident que dans le langage, on ne va pas dire grammairien.ne. Enfin, je veux dire, c'est absurde. On va dire grammairien et grammairienne. Et ça va prendre un quart de seconde de plus. Hein. Bon, donc, on a ces problèmes-là. On a des problèmes peut-être faudra-t-il inventer en français un pronom. Par exemple, moi, je suis assez pour yel, ciel, ce et celle, ciel, parce que c'est vrai que c'est embêtant quand on doit décliner tout un machin, tout un paragraphe ou tout un truc en disant il et elle, elles et eux, etc. C'est bon. Donc on devrait pouvoir, mais ça va se faire petit à petit. C'est-à-dire qu'on va peut-être, j'espère en tout cas, qu'on va se mettre d'accord, qu'on va faire des commissions, etc. Et qu'on va trouver, et des gens vont proposer des solutions. Il y en a aujourd'hui plusieurs sur le marché, et puis il y a une norme qui va naître. Mais ça, je dirais, ça c'est pas un problème de structure de la langue, c'est pas un problème de respect de la langue. Moi, je suis pour le respect de la langue et pour la neutralité. C'est facile à faire. En revanche, le reste, c'est un chantier. La question du langage épicène, réellement épicène, c'est un chantier qui est le nôtre aujourd'hui. Hein. Oui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel quand même, hein, où on dit par exemple que la langue, l'académie, ne peut pas bouger, ne peut plus bouger alors qu'elle a bougé. Juste, là, je ne vais plus prendre de questions pour le moment parce qu'en fait, on a déjà, grâce à vous, on est passé déjà dans la deuxième partie. Donc, je vais donner la parole à Thérèse, ensuite Anne, et puis ensuite à Natacha et à Lorraine. Et puis après, on repartira dans la discussion, vu que c'est ce qui a l'air de vous intéresser. C'est tout à fait passionnant. Alors, Thérèse, quelques minutes. Je ferai vite. Alors, d'une part, pour répondre à ta question, c'est écrit en gros comment faire des féminins tirés d'une grammaire 2 pages. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Je crois que les règles sont très faciles à trouver, la volonté beaucoup plus difficile. Hein. Donc, je reviens un peu sur la Suisse. Donc, nous avons commencé en 1984 hein, par ce dictionnaire-là. Hein. Ensuite, vu que la loi, que vous avez vu, parle aussi des métiers. Or, nous nous sommes aperçus que les conseillères et conseillers d'orientation proposaient la majorité des professions, des petits guides qu'ils avaient sur la profession, au masculin. Et à ce moment-là, nous avons fait des expériences. Et quand on dit que le masculin est universel, je pense que c'est surtout que les femmes ont appris l'aliénation. Parce que si vous faites le contraire, c'est jamais universel. On a
proposer à des hommes, donc, qui étaient conseillers, hein, non pas des gens qui venaient pour être conseillers, mais des gens dont le métier était d'être conseiller, on leur a proposé toutes les professions au féminin. Il n'y a aucun des hommes qui a résisté plus de 5 minutes, sans nous dire, mais enfin, je suis un homme, parlez-moi au masculin. Et quand j'enseignais à l'Université de Lausanne, j'enseignais à de futurs professeurs de français. Et avec une des classes, donc c'était un cycle de 3 semaines, j'avais bien expliqué ce qu'était le langage épicène, etc. Et le dernier jour, pour leur montrer que c'était un apprentissage, je leur avais dit, au dernier jour, vous aurez un quiz et il sera uniquement au féminin, mais là, le féminin englobera le masculin. Hein. Je leur ai répété sans arrêt. J'ai fait exprès un quiz qui était très court. Et j'ai écrit au tableau, toutes celles qui auront fini avant l'heure peuvent sortir. Et au bout d'un quart d'heure, j'avais tous les garçons dans ma classe. Voilà. Donc, ils ne se sont pas sentis concernés. Donc, il y a quand même dans la volonté d'avoir un langage épicène, le fait que c'est important pour l'égalité. C'est un peu une pelote qu'on déroule parce que tant que les femmes ne seront pas dans les professions, il sera difficile de le faire. Il faut avoir aussi une égalité sociale. Hein. Mais en Suisse, donc, nous avons pensé que c'était une marche obligée vers. Donc, ce dictionnaire est paru. L'autre que vous avez en vente ici est un plus petit dictionnaire qui n'est plus une nomenclature, mais un vrai dictionnaire. Et je dirais qu'un des intérêts, c'est que j'ai cherché à proposer une femme qui avait cette profession pour la plupart des rubriques. Hein. Je n'ai pas pu trouver, parce que quelqu'un me l'a, ou quelqu'une d'ailleurs, m'a volé mon dernier exemplaire, mais tu demandais ce qu'on faisait en Suisse. Alors, il y a eu par tous les cantons romans un tout petit guide s'appelant « Comment écrire les genres », que vous trouvez par contre sur Internet très facilement, parce qu'il est sur plusieurs sites sur Internet, où on met la phrase qui était dans les guides avant, et puis notre proposition. Par exemple, sur la carte de vote, il y a marqué carte d'électeur. Alors, on a proposé de mettre ou carte d'électeur ou d'électrice ou carte de vote. Hein. On a proposé aussi, quand on dit les utilisateurs, aux utilisateurs et utilisatrices, et puis ensuite à employer le vous. Vous faites ceci, vous faites cela. Hein. Donc, il y a un certain nombre de manières d'écrire que vous trouverez donc dans Comment rédiger, qui permettent, moi je trouve assez facilement de mettre les hommes et les femmes à égalité, parce que, je me répète, mais tant que la profession sera au masculin et que tout le langage sera au masculin, les femmes ne se sentiraient pas concernées, à part les plus motivées. Hein. Et je rejoins Giroud qui disait l'égalité, c'est quand une femme médiocre sera nommée ministre. Parce que des hommes médiocres, on en a vu.